Bonsoir tout le monde, très très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, de partager le travail que j'ai effectué pour obtenir le grade master à l'université de Lomé. C'est tout un plaisir pour moi. Je vais commencer d'abord par m'excuser pour les nombres de fois que j'ai raté des présentations. C'était pas évident pour moi, ce n'est pas une excuse, mais de tout cœur, je porte un grand intérêt pour ce projet que Dini, Titi, Nafara, vous avez pensé, mis en place. Je pense que, euh, comme l'a dit un grand pasteur, la connaissance est une force et nous devons propager cette connaissance et vous le faites si bien pour que la communauté, nos frères qui sont derrière nous en licence sachent que la physique, c'est au-delà de ce que nous faisons. Il y a vraiment de l'application derrière. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous l'étude du comportement mécanique d'un matériau hétérogène. Et nous avons fait cette étude avec la méthode des éléments finis. Mais mes travaux se sont déroulés au laboratoire sur l'énergie solaire, que nous appelons communément le LES. Et j'ai été encadré par l'ami de Titi, de Dini, le professeur Achot Glokossi, et bien évidemment avec d'autres mentors que j'ai listés. Hum, Alors, j'ai un petit souci là. Ok, c'est bon. Ma présentation se structurera en 5 points. Je vais vous faire une biographie. Je me disais que éventuellement il y a des gens comme c'est une grande communauté qui ne me connaissent pas. Après l'introduction et le contexte du travail, le matériel, la méthode, les résultats et discussions, les conclusions comme c'est standard. Alors, je pense que je suis maître en physique théorique et j'ai mis cette photo pour la nostalgie de ceux qui ont fait le département avant de rejoindre l'étranger. C'est le tableau d'affichage qui faisait peur avec les plannings des examens. Et j'ai eu mon bac en 2019 avec en série C. Après, de 2019 à 2023, soit 4 années, j'ai eu ma licence en physique et j'ai fait le cycle master 2023-2025, mais qui s'est terminé en 2026. J'ai fait la physique fondamentale et application, option physique théorique. Et en parallèle, je suis également en analyse de projet junior. À partir je pense, 3 mois du master, je me questionnais déjà sur le côté très théorique de la formation qu'on me donnait. Moi, j'étais un peu préoccupé par les gains que j'aurais, les gains financiers. Je me suis dit, avec la formation, soit je termine dans l'enseignement au lycée ou bien j'attends le recrutement à l'université. Donc, j'ai pensé à quelque chose. Et par la grâce de Dieu, il y a un programme dénommé le programme présidentiel d'excellence que j'ai passé le concours. C'était une phase écrite. Puis après, il y a eu les phases orales en français et en anglais. Et par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné pour la 5e cohorte. Le programme a pris fin ce mois-ci et nous sommes formés j'ai synthétisé un peu en analyse de projet, avoir un esprit critique, le problem solving. Et nous travaillons essentiellement sur les projets du gouvernement dans les ministères ou dans l'administration où on t'affectera. Et par ce programme, actuellement, j'effectue un stage à l'Agence française de développement où je travaille sur les services énergétiques, en fait. L'Agence française de développement, pour faire simple, c'est une banque de développement qui finance, qui accompagne l'État togolais, au Togo, l'Agence de Lomé, dans les projets de développement durable. Et il y a divers pôles. Moi, je travaille spécialement dans le pôle énergie, tout ce qui est projet énergie, extension réseau, construction de centrales solaires, les batteries. Donc, je travaille dessus en stage, j'apprends. Et voilà les deux profils que j'ai côté recherche et côté application. Maintenant, parlons du travail que j'ai effectué en introduction. En fait, lorsque nous parlons de l'étude mécanique d'un matériau, nous pensons en fait à la manière dont le matériau se comporte lorsqu'il est soumis à des contraintes mécaniques, lorsqu'il est soumis à des contraintes physiques qui n'affectent pas
la constitution chimique de de ce matériau. Donc, ça tend à la rigidité, à la résistance, à la déformation, à la plasticité, etc. Et moi, j'ai étudié le comportement dans le cas de l'élasticité linéaire, c'est-à-dire que lorsqu'on soumet le matériau à une contrainte, dans le cas de l'élasticité linéaire, dès qu'on supprime la sollicitation, le matériau peut reprendre sa forme. Donc, il n'y aura pas de rupture ou bien ça ne va pas se plastifier en fait. Et l'intérêt d'étudier le comportement mécanique d'un matériau, c'est pour assurer la sécurité à l'heure où nous sommes le développement des matériaux. C'est pour optimiser le matériau et rendre également le matériau durable dans le temps. Et lorsqu'on parle de matériaux hétérogènes, loin de m'attarder sur la définition, c'est en fait, c'est un matériau dont les propriétés diffèrent d'un point à un autre. Et dans le cadre de l'étude mécanique, on s'intéresse à savoir si le matériau est isotrope, orthotrope ou anisotrope, des choses comme ça. Moi, mon étude s'est concentrée sur les matériaux isotropes, c'est-à-dire que ce sont des matériaux dont les propriétés physiques sont les mêmes partout dans le matériau d'un point A à un point B. Et dans le cas de l'étude, deux propriétés physiques permettent à nous, dans notre étude, de pouvoir connaître comment le matériau se comporte. Le premier, c'est le module Joule qui rend compte de la résistance du matériau à la sollicitation. Et le second, c'est le coefficient de Poisson qui rend compte de la manière dont le matériau se déforme sous la sollicitation. Et plus précisément, dans les matériaux hétérogènes, il y a une famille, je dirais, un peu plus simple qu'on appelle les matériaux bicouches, qui sont constitués de deux couches en fait. La première partie qui est un matériau homogène, la seconde qui est l'autre matériau homogène. Donc moi, dans mon travail, le type de matériaux hétérogènes que j'ai travaillé, ce sont les matériaux hétérogènes bicouches. Et j'ai pris un matériau d'origine biologique qui est l'os, le tibia notamment que nous avons tous, qui à l'échelle macroscopique, ici à l'échelle macroscopique, est constitué de deux couches. L'os spongieux qui est la première couche et l'os cortical qui est la seconde couche. Et la bibliographie a permis de savoir que, en fait, l'os dans cette structure est considéré comme isotrope, ce qui nous rassure sur l'hypothèse de départ que nous avons choisie. Ensuite, l'autre matériau que nous avons utilisé, c'est un matériau artificiel parce que ça a été fabriqué par les hommes. C'est un implant qui est utilisé lorsque le tibia est soumis à des sollicitations qui peuvent être deux fois à trois fois le poids du corps. Il peut arriver parfois qu'il y ait de la fracture, ce qui fragilise le déplacement de l'humain. Donc, on utilise des implants pour l'aider, etc., afin de vite régénérer, en fait. Et l'implant choisi ici est constitué par la première couche du titane, d'un ensemble de titane, d'aluminium et de vanadium. Rassurez-vous, cette partie, enfin, cette couche est isotrope également. Et l'autre, c'est le polyhétéro-hétérocétone, qui est un peu comme du caoutchouc, qui est également isotrope. Donc, ce sont ces deux matériaux, en fait, que nous avons étudiés, afin de savoir ce qui se passe à l'intérieur en termes de, lorsqu'on soumet ces deux matériaux à des contraintes, ce qui se passe exactement. Donc, nous avons posé la question à savoir, comme je l'ai dit, la distribution des champs cinématiques que nous avons pris comme objectif général. Et pour y arriver, nous avons modélisé les bicouches. Modéliser revient à donner une géométrie, à donner le repère ou disons comment nous voulons analyser ce matériau, déterminer, analyser les champs cinématiques de chaque bicouche. Je reviendrai spécialement sur ce que j'appelle par les champs cinématiques, mettre en évidence les discontinuités des champs de déformation et de contraintes qui sont les champs cinématiques, comparer ensuite, puisque l'os on utilise l'implant pour remplacer l'os en cas de fracture. Nous devons comparer la manière dont les champs cinématiques se propagent et identifier, etc. Donc, pour y arriver, naturellement, j'ai fait une physique théorique, donc il y a un peu d'équation dedans. Lorsque nous soumettons un domaine à des contraintes, il est régi par un ensemble de trois équations en élasticité linéaire. Premièrement, nous avons l'équation d'équilibre qui, naturellement, comme le nom le dit,
lorsque la contrainte commence à s'équilibrer, nous avons l'équation de compatibilité cinématique, l'équation de constitutivité ou la loi de Hooke. Bon, ceci, c'est une équation, sont trois équations générales, mais en 2D, comme moi je travaille en 2D, ça va prendre une autre forme que nous verrons plus loin. Le U ici est appelé vecteur de déplacement. Le vecteur de déplacement ou le champ de déplacement, c'est notre premier champ cinématique. Après, plus loin, nous avons aussi, comme je l'avais lu, le champ de déformation également, qui est un champ cinématique. Et le troisième, qui n'est pas trop un champ cinématique, que moi j'aime appeler champ cinématique. Je ne sais pas pourquoi, c'est le champ de contrainte qui est dérivé des deux autres, en fait. Donc, avec ceci, l'équation 2, pas des manipulations mathématiques, nous partons de l'équation 2 pour arriver à l'équation 1, c'est-à-dire que c'est le U nous cherchons premièrement. Et ce U, en fait, lorsque nous faisons les manipulations mathématiques, je ne vais pas m'attarder dessus, nous arrivons à une équation différentielle. Une équation différentielle qui justifie la raison pour laquelle nous utilisons la méthode des éléments finis, qui passe d'abord par la formulation variationnelle. Donc, nous partons d'un domaine continu pour venir à un domaine discret, avec le U que nous voulons déterminer, le champ de déplacement. Et avec ça, nous partons de la formulation variationnelle et nous aboutissons à des éléments triangulaires. Nous découpons en fait le domaine de façon discrète pour aboutir à des éléments triangulaires à trois nœuds. Donc, chaque élément triangulaire, le domaine est finalement constitué d'éléments triangulaires et à chaque domaine triangulaire, nous avons associé ce qu'on appelle la matrice cinématique. Et nous avons aussi également ce qu'on appelle la matrice de rigidité KE, le FE, c'est-à-dire la force ou bien la contrainte, lorsque nous avons soumis tout le domaine à des sollicitations, quand on prend le seul élément triangulaire, un seul élément triangulaire, comment il ressent cette force, c'est ce qu'on appelle FE, le petit FE. Et de façon générale, l'équation de déplacement de ce seul élément est donnée par l'équation 11. Ensuite, comme c'est tout un domaine que nous analysons, nous allons sommer, étant donné que nous avons sommé ça pour obtenir une sommation discrète, le KE pour la matrice de rigidité globale du matériau, le F qui est la force ou les contraintes subies par ça, et de façon générale, comme pour un élément, nous avons l'équation globale du déplacement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait l'étape de calcul? En fait, c'était un calcul numérique que nous avons décomposé suivant l'organigramme et nous sommes partis du langage de programmation Python pour pouvoir faire et nous avons utilisé le logiciel GMSH pour pouvoir décomposer le domaine en éléments triangulaires irréguliers. Irréguliers parce que ça permet de prendre en compte la géométrie du matériau. Quand on utilise des éléments triangulaires réguliers, c'est généralement pour les carrés et les rectangles. C'est régulier, mais quand nous avons d'autres formes, il est mieux d'utiliser des éléments irréguliers. Donc, en soi, comme je l'avais dit, avec le champ de déplacement, nous aurons les champs de déformation et de contrainte qui sont liés par la formule 15 là-bas. Et nous avons ensuite le critère de von Mises qui permet de voir ce qui se passe dans chaque couche. Et nous avons établi un critère de validation, puisque, comme je l'ai dit plus haut, nous travaillons en élasticité linéaire, de telle sorte que lorsque nous allons arrêter la sollicitation, on se rassure que le matériau prenne sa forme d'origine. Donc, pour pouvoir faire ça, nous avons mis un critère de validation qui est le déplacement maximal sur la hauteur de notre matériau. Lorsque ce rapport est inférieur ou égal à 1%, on est certain qu'en fait, nous sommes toujours en élasticité linéaire. Mais lorsque c'est supérieur, alors il faudrait revoir le calcul, revoir les hypothèses de calcul. Alors, en résultat et discussion, qu'est-ce qui s'est passé avec toutes ces hypothèses que nous avons émises? Tout d'abord, comme je l'ai dit, l'un de nos objectifs spécifiques, c'était de pouvoir modéliser le matériau. Donc, la géométrie qui a été retenue, c'est la géométrie octogonale, simplement parce que dans la biblio, l'os a une forme autant pour moi polygonale. Et
les aînés qui avaient déjà travaillé dessus ont dit que ouais, il est possible d'utiliser la forme octogonale. Donc, nous nous sommes dit, OK, nous allons utiliser la forme octogonale autant pour l'os que pour l'implant. Parce que, comme je l'ai dit, l'implant est utilisé pour remplacer le tibia. Et pour le faire, quand nous prenons le tibia, plus haut, j'ai dit, c'est constitué de l'os cortical. Le E qui désigne le module Jung et le V qui est le coefficient, le nu qui est le coefficient de Poisson. Pour chaque matériau, nous l'avons. De même pour l'implant, la partie ici, excusez-moi, c'est le P, je ne sais pas arrangé. Et comme c'est la résolution d'une EDP, nous sommes en train de faire, il faut forcément des conditions limites. La première condition, c'est l'encasquement, c'est-à-dire que cette partie de mon matériau, c'est soumis ou bien c'est bloqué, ça ne bouge pas. Et la partie supérieure qui est ici est soumise à une compression uniforme de 5 kPa. Bien sûr, quand nous allons comparer cette pression à ce que le corps ou bien le tibia ressent, nous verrons que ce n'est pas trop élevé. Et c'est normal parce que le tibia, nous ne prenons pas le tibia dans son entièreté, c'est juste l'échelle à l'échelle de laboratoire. Ce n'est pas une personne qui est là et nous soumettons, c'est juste une partie. Du coup, en termes de champ de déplacement, nous avons remarqué qu'en fait, première remarque, c'est que le critère que nous avons établi est vérifié. Ça, c'est la première remarque qui est ici, ce qui nous a rassurés dans notre étude. Et ensuite, nous avons vu que, OK, les conditions limites que nous avons posées, le code que nous avons et qui est le résultat concorde parce que au niveau de UY en bas, nous avons des déplacements qui sont nuls. Et plus encore, ce qui est intéressant, c'est que nous remarquons que le champ de déplacement de l'implant est plus petit que le champ de déplacement du tibia, ce qui est raisonnable parce que le module Jung, qui montre la façon dont le matériau résiste à la compression, le module Jung du titane ou bien de l'implant est supérieur au module Jung du tibia. Et avec le champ de déplacement, nous sommes passés au champ de déformation, ce champ de déformation qui rend compte de la manière dont le matériau se déforme. Et cette partie concerne pour le moment le tibia. Donc, on remarque qu'en fait, nous avons les déplacements UY. Nous allons nous concentrer sur le EY, les composants sur un Y, parce que là, c'est une compression qui a été effectuée en fait. Donc, on remarque que il y a un saut brutal. Je vais m'attarder sur les remarques qui sont un peu plus pertinentes. Il y a un saut brutal au niveau de l'interface, c'est-à-dire comme ces deux matériaux, deux couches qui ont été accolées, à un moment donné, lorsqu'on parle de l'os cortical pour l'os spongieux, nous remarquons qu'il y a un saut brutal qui se passe en fait. Et dans le cas de l'os, c'est 6 fois. Ce qui se passe dans la partie souple, c'est-à-dire l'os spongieux, est 6 fois plus grand que ce qui se passe dans la partie corticale. Quant au champ de déformation de l'implant, une fois encore, c'est inférieur à ce qui se passe dans l'os, mais ce qui se passe à l'interface, cette fois-ci, de l'implant, nous remarquons que c'est 3 fois plus faible que ce qui se passe au niveau de l'implant. Alors, nous nous sommes dit que forcément, le contraste qui est le rapport entre les modules Jung a forcément un rôle à jouer dans ce qui se passe. Donc, on a vu que plus c'est faible, plus le saut de déformation est moins prononcé à l'interface. Ensuite, nous sommes passés au champ de contrainte. Le champ de contrainte qui rend compte de la manière dont la sollicitation auquel nous avons soumis notre matériau, comment les forces ou bien comment ces sollicitations se répandent dans le matériau. Et nous observons qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la zone les plus souples, par exemple, quand nous prenons le cas de l'os, la zone la plus souple, c'est là où il y a l'os spongieux, la couche inférieure. Donc, on remarque que là-bas, les forces sont plus intenses. De même, pour le champ de contrainte de l'implant, on remarque que c'est dans la partie souple que cela se passe et que nous avons des analogies entre l'os et
l'implant, mais avec des valeurs inférieures par rapport à ce qui se passe dans l'implant. Ensuite, nous avons étudié le critère de von Mises, ce critère qui permet de savoir à quel moment le matériau ou où exactement le matériau se placifie. Comme je l'avais dit plus tôt, en fait, en laticité linéaire, on ne veut pas que le matériau se rompe. Et il y a pour chaque matériau des limites de sollicitation qui sont bien connues, qui sont déjà étudiées. Cependant, lorsque nous avons des matériaux bigouches, on se permet d'étudier enfin, on se permet d'étudier ceci, ce phénomène, ce critère, afin de savoir, en fait, comme ces deux matériaux bougent, peut-être à un moment donné, il y aura une partie qui se placifie. Et nous avons observé qu'en fait, pour l'os, nous avons le critère de Von Mises qui s'élève à 8 mégapascales et se situe dans la couche qui est souple. Cependant, la bibliographie indique que l'os spongieux ne doit pas être soumis à des contraintes qui sont supérieures à 8 mégapascales. Donc, ce qui indique en fait, avec la compression de 5 kilopascales que nous avons exercée sur notre os, nous allons plastifier, c'est-à-dire nous allons faire rompre l'eau spongeuse. Ça va complètement rompre, quoi. Si c'est un humain, normalement, lui va couler. Donc, c'est ce que l'étude permet de montrer. Mais lorsque nous venons au niveau de l'implant, même sollicitation, on remarque également, une fois encore, que la sollicitation se répand le plus, c'est dans la partie souple, une fois encore, qui est le polyéther cétone dans notre cas ici, avec avec une sollicitation plus élevée par rapport à l'os. Mais dans ce cas, pour le polyéther cétone, la limite d'élasticité se situe entre 85 et 100 mégapascales. Donc, ici, il n'y aura pas de classification. Ensuite, nous avons fait la comparaison au niveau des interfaces. Comme c'est l'un qui va remplacer l'autre, on se dit qu'est-ce qui se passe en fait. Et on a vu qu'en fait, comme je l'ai dit, au niveau du champ de déformation, lorsque le contraste est élevé, le contraste qui est le rapport du module Jung des deux couches, plus ce rapport est élevé, plus le saut est brutal à l'interface. Cependant, ce qui est rassurant, c'est que nous avons observé une continuité des champs de déplacement. Sinon, la méthode des éléments finis ne serait pas bon. Il y a l'équilibre des créations et le saut de déformation, comme nous l'avons dit, de la théorie, est conforme au milieu hétérogène. Comme nous partons d'un milieu à un autre, il faudrait que nous observons naturellement un saut de déformation, un saut au niveau de l'interface. Donc, avec ces trois observations, on se dit oui, le modèle est vraiment cohérent. Ensuite, nous sommes passés aux propriétés effectives. Quand on parle de propriétés effectives, c'est que nous avons pris le matériau est constitué de deux matériaux de nature différente. Donc, on se dit, OK, c'est vrai que c'est deux matériaux qui sont complètement différents, mais on se demande en fait, en oubliant la nature des matériaux, si nous prenons ce seul matériau comme s'il n'était pas constitué de deux matériaux, comment il se comporte en fait? Donc, c'est ça les propriétés effectives. Donc, nous avons fait ce calcul et nous trouvons le module Jung effectif. On l'appelle comme ça parce que ce n'est pas vraiment au sens physique du terme le module du nouveau matériau. Donc, on l'appelle comme ça de la façon dont le matériau qui est de base hétérogène, si on ferme les yeux, on se dit, OK, c'est un matériau homogène, comment il se comporte en fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour nos deux matériaux qui sont constitués de deux matériaux isotropes, on a vu que leur comportement global ici est également isotrope. En d'autres termes, lorsque nous fermons les yeux sur l'os, on va remarquer qu'il présente les mêmes propriétés dans toutes les directions. Donc, ceci étant, on s'est dit que, OK, avec cette compression auquel nous avons soumis l'os, nous remarquons que et l'os et l'implant présentent les mêmes allures. Donc, ce qui rassure sur la compatibilité. Ce qui veut dire que lorsqu'on prend cet implant, on remplace par l'os, le, le, la morphologie de la personne peut s'adapter en fait. Et les petites valeurs de l'implant indiquent une meilleure résistance. Donc, ça peut faciliter
la régénération de la personne. Mais nous reconnaissons quand même les limites du travail parce que nous avons travaillé en élasticité linéaire et il ne capture ni la plasticité de l'os spongieux, ce que des études ont plutôt montré. Nous avons aussi utilisé la géométrie octogonale 2D. Or, la géométrie réelle est 3D, que ce soit pour l'implant ou pour l'os. Et puis, la simulation de l'os cortical a été utilisée isotrope, alors qu'en réalité, elle est physiologiquement et transversalement isotrope. Du coup, en perspective, j'ai, pour les travaux de thèse, si possible, nous comptons prendre en compte la zone de transition entre les deux couches parce que pour chaque matériau, dans la biblio, il y a une zone de transition, quelque chose se passe avant. Il y a aussi la simulation de l'os et de l'implant que nous devons penser en 3D, comparer les résultats obtenus numériquement aux résultats expérimentaux, ce que nous n'avons pas fait dans cette première étude, et penser à faire une étude paramétrique du contraste pour voir s'il y a une corrélation ou il y a une proportionnalité entre ce qui se passe lorsque on augmente le contraste. Et voilà. Du coup, je suis à la fin de ma présentation. Merci pour votre aimable attention.